22 pays différents se partagent les rives de la mer Méditerranée. Des pays qui font face à des problèmes de délinquance. En Espagne, Barcelone est confrontée à une recrudescence de vols à la tire et à une petite délinquance en tout genre. Elle est due à l'augmentation touristique très importante que connaît le premier port de commerce de la péninsule. En Israël, Haïfa, premier port du pays, est confronté à une autre délinquance. Elle est la conséquence des lois très particulières d'un État basé sur la religion stricte et la protection du territoire en danger. Patrouille dans 2 villes portuaires qui bordent la Méditerranée, mais qui doivent répondre à des problématiques différentes. Barcelone, 2e plus grande ville d'Espagne, capitale de la Catalogne. C'est l'une des 3 villes les plus branchées d'Europe. Elle reçoit chaque année 27 millions de touristes, attirés par sa mer, son soleil ou encore sa grande activité culturelle. Son axe le plus touristique, les Ramblas. Ici, l'argent coule à flot. Mais à quelques encablures de là, le Raval, un quartier très populaire, voire défavorisé de Barcelone. La ville dispose d'un grand port économique et touristique. Le passage y est énorme. Alors bien sûr, elle attire la petite délinquance en tout genre. L'Espagne est un pays qui a toujours souffert d'une réputation de vol sur touristes. À Barcelone, pour casser cette image, la ville a créé une unité spéciale, les Mossos d'Esquadra. Elle est équipée d'une patrouille à 2 roues, capable d'intervenir en un temps record n'importe où dans la ville. Le chef de cette unité motocycliste, Albert Lorenzo. Il a pris la responsabilité de cet escadron il y a 2 ans. Sous ses ordres, 16 motards qui patrouillent en permanence. Aujourd'hui, il va les superviser depuis sa voiture. Il est accompagné d'Eva, son bras droit. Ici, à Barcelone, avec le début de l'été, il y a un type de délinquance particulier. C'est pas dangereux pour les victimes, mais par exemple, il y a des gens en moto qui profitent d'un feu rouge pour crever les pneus des voitures, surtout celles avec une plaque étrangère. En fait, ils font semblant de vouloir aider le conducteur en s'intéressant à la réparation. Et puis ils profitent d'un moment d'inattention pour prendre le sac d'un passager de la voiture et ils s'enfuient avec la moto. À chaque heure de la journée, en fonction de l'activité des touristes, les petits voleurs s'adaptent. Pour l'heure, Albert est appelé en urgence dans le quartier populaire du Raval, visiblement pour quelque chose de grave. Bon, c'est pas très clair. Mais apparemment, plusieurs patrouilles ont réclamé du renfort parce qu'ils avaient de gros problèmes. La seule information transmise par radio, des policiers se seraient fait agresser. Albert est très tendu. En quelques minutes, les policiers venus en renfort ont bouclé la zone. Albert centralise les informations. Les informations sont toujours très confuses. Pour le moment, on ne sait toujours rien. La seule chose visible pour Albert est qu'un homme est à terre, immobile. Mais bientôt, il va y voir plus clair grâce à un témoin proche de la victime. Vous êtes témoin de quelque chose? Il est là-bas. C'est un ami. Bon, alors vous l'appelez et qu'il vienne ici. Non, le garçon qui est par terre. Ah bon,
Bah alors attendez ici. Attendez ici. Attendez. Attendez ici. On est là. D'accord, c'est bon. Très vite, Albert va comprendre la situation. Grâce à l'intervention rapide des renforts, la rixe n'a pas dégénéré, mais ce n'est pas passé loin. Bon, en fait, il y a eu une bagarre entre des gens de ce quartier. Du coup, la patrouille est intervenue. Mais une des personnes a agressé la police. On les a arrêtés en tant qu'auteurs d'un délit qui est celui de tentative de coup sur agent. On dirait que c'est calme maintenant. L'ambulance arrive pour s'occuper d'une des victimes qui est là par terre. La victime inconsciente est rapidement prise en charge par les équipes de premiers secours. Albert, qui est lui aussi diplômé dans les premiers soins d'urgence, aide des équipes médicales. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger et tout va rentrer dans l'ordre. En Israël, Haïfa est considérée comme la capitale du Nord. Son port est le plus important du pays, avec un volume de fret de 26 millions de tonnes par an. La ville attire les communautés du monde entier pour son économie, mais aussi pour son climat particulièrement clément. Ses plages font partie des plus belles du pays. À l'image de la ville, la police est de toute origine et de toute confession. Commissariat central de la zone industrielle de la ville. Ici, comme chaque matin, les unités ont le droit à un débriefing pour répondre aux problématiques du jour. Baha, 37 ans, est le chef d'unité. Cela fait 10 ans qu'il est dans la police. Unité 416, Tomer et Israël. Tomer, vous restez dans le haut de la ville. Vous devez rendre visite à une personne menacée. Donc, vous faites un tour et vérifiez que tout est OK. Comme à chaque début de patrouille, il complète son armement. L'État d'Israël est à chaque instant menacé par une attaque terroriste. Baha doit donc avoir une arme de guerre pour pouvoir répondre à n'importe quel cas de figure. Il y a des événements urgents dont nous devons nous occuper, ce qui fait partie du quotidien de l'État d'Israël. Nous avons aussi tous les événements imprévus qui peuvent atteindre cette région. Donc il est préférable de s'armer d'un M16. Aujourd'hui, Baha est seul dans son véhicule. En tant que chef d'unité, c'est lui qui va coordonner depuis sa voiture l'ensemble des patrouilles qui circulent dans la ville. Grâce à ma tablette, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et en fonction de la localisation, je transmets à la patrouille la plus proche. Mais un incident n'est pas loin de sa position. Baha doit partir lui-même sur les lieux de l'intervention. À la radio, les informations sont confuses. Besoin d'une patrouille à la station essence. Quelle station d'essence? Information inconnue pour le moment. Parle avec l'informatrice et demande-lui de quelle station d'essence il s'agit, s'il te plaît. Il s'agirait d'un vol dans une station-service. Il doit s'y rendre au plus vite. Pourtant, il ne met pas de sirène. Là, il ne s'agit pas d'une urgence. Mais si c'était une vie en danger, un acte terroriste, quelque chose dans ce genre, alors oui, je l'activerai et je conduirai sur la file du milieu. Arrivé sur place, Baha va avoir un peu de mal à comprendre la situation. Elle est plutôt cocasse. Il s'agirait d'un vol, d'une machine à laver les voitures. Vous voyez la machine par terre? Il a levé en l'air, il a démonté la pièce dont il avait besoin, puis il l'a récupérée. Ok. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait besoin de cette pièce. Et elle t'appartient, elle est à toi cette machine? À moi? Oui, bien sûr, elle m'appartient. Visiblement, un homme serait venu avec un tractopelle pour récupérer une pièce et aurait tout détruit. Un homme que la victime connaît. Par téléphone, elle vient de l'appeler, mais le voleur nie les faits. Il dit que c'est pas lui,
Écoute, il y a des caméras, c'est filmé. On le voit sur les caméras? On voit tout, alors. Bien sûr. Bah va donc visionner la caméra de surveillance. Il pourra ainsi mieux comprendre la situation. À l'étage, il demande au patron de la station-service de la lui montrer. Sur les images, le policier comprend mieux. La station de lavage n'était pas du tout opérationnelle, mais en ruine, et visiblement l'homme au tractopelle est venu prendre tout simplement des pièces de récupération. Pendant le visionnage, Bah apprend que le voleur présumé est revenu sur les lieux. Pour éviter une bagarre, il redescend à toute vitesse. Quand tu étais là, tu aurais dû me demander l'autorisation. Me demander si je voulais te la donner ou non, la pièce. Mais si c'est à l'abandon par terre, c'est à tout le monde. Mais qui t'a dit que c'était à tout le monde? Regarde toutes les pièces là. Elles sont abandonnées, alors en quoi c'est de ma faute? Donne tes papiers. Personne t'a donné l'autorisation de venir la prendre. C'est pas pareil, le tracteur il est à moi. Mais cette pièce est à moi. Bon, écoute, je m'excuse d'être venu et de l'avoir prise. Bah y voit plus clair. C'est un simple incident qu'on pourrait appeler un problème de communication. Ça, c'est une machine de lavage de voiture. Bon, en gros, c'est une machine qui était à l'abandon. Alors l'individu est venu et il a démonté quelque chose, apparemment de l'aluminium. Les ordures sont jetées ici, donc cet homme-là, il dit « Pourquoi ne pas me l'avoir demandé avant de le prendre ?» Et ça a commencé entre les deux. C'est maintenant une négociation financière qui va s'engager, chacun allant de sa mauvaise foi pour tirer profit de la situation. Il lui a dit que s'il paie les dommages, il ne portera pas plainte. Quel dommage! Quel dommage il lui a causé! Je ne sais pas. Le fait qu'il lui a démonté la machine. Dis-lui qu'on se mêle pas de ça. Dis-lui que ça, nous, on s'en mêle pas. La police n'intervient pas dans les paiements de dommages et dans les affaires d'argent. Allez, on y va. Nous sommes au début de l'été à Barcelone et la priorité numéro 1 pour les Mossos d'Esquadra, c'est la sécurité des touristes. Ce matin, c'est briefing entre Albert, le chef de l'unité motocycliste, et son patron. Ce qui nous intéresse cette période d'été, c'est toute la zone touristique. Merci, merci. Aujourd'hui, on va patrouiller dans le quartier de la Barceloneta. Le quartier de Barceloneta est en bord de mer. C'était celui des pêcheurs. Aujourd'hui, il est complètement réaménagé et offre une très belle plage proche du centre-ville. C'est la plus prisée des touristes, mais aussi des pickpockets. Alors aujourd'hui, Albert va se montrer. Il surveille que tout se passe bien sur la plage et va stationner bien en vue de tout le monde. Ça rassure les touristes et dissuade les petits voleurs les plus ingénieux. Un jour, on a coincé un malfrat qui était particulièrement discret. Il posait sa serviette à côté de sa victime. Et puis, avec un fil de fer, il dérobait les effets personnels sans jamais se faire voir. On a mis du temps à repérer son manège. Mais grâce aux nombreuses plaintes et aux témoignages, on a fini par l'attraper. Après quelques minutes de présence, Albert et Eva reprennent leur patrouille. Non loin de la plage, ils sont interpellés à la sortie d'un parking. La gérante donne les premières explications. Un monsieur a fait une toute petite rayure sur la voiture. Ah, cette voiture? Et alors, venez voir. J'ai l'impression que ce que voulaient ces messieurs, c'est que le conducteur leur donne du fric. Et il ne l'a pas fait, mais voulait négocier, ils n'ont rien voulu savoir, alors la police, la police! C'est un accident de voiture? Pas du tout. En se croisant, il a effleuré un peu leur voiture, vous voyez?
C'est tout ce qu'il lui a fait. Mon père est avocat et j'ai eu un accident. D'accord. Et moi, je suis policier, ok? Ouais, c'est une voiture de location. Pourquoi m'avez-vous dit que votre père est avocat? Juste pour vous dire que je connais ce genre de situation. Et ça m'est arrivé aussi. Et votre père est ici? Non, parce qu'on vient d'Allemagne. Ok, pas de problème. Parce que je veux pas savoir à propos de votre père. Je veux savoir à propos de vous et de votre voiture. Mais ce n'est pas ma voiture, c'est une voiture de location. On voulait juste que l'accident soit payé. Oui? Parce qu'on pense que l'autre personne est en faute Oui? et qu'elle a abîmé notre voiture. D'accord, mais est-ce que vous avez une assurance? Normalement, oui. Normalement, en Espagne, toutes les voitures ont une assurance, d'accord? Et l'autre voiture, je pense, j'espère aussi. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne, vous devez appeler l'entreprise à laquelle vous avez loué la voiture et expliquer ce qui s'est passé. Tout va bien? En effet, en Catalogne, les habitudes ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne. Et ici, on n'appelle pas la police pour un oui ou pour un non, car ce genre de choses se règle souvent sans elle. Le problème, c'est que ces garçons sont étrangers et ils ne connaissent pas les protocoles nécessaires ici en Catalogne. Donc il faut leur expliquer. Parfois, ils ne comprennent pas tout ou ne veulent pas comprendre. Mais bon, finalement, ils ont compris. Ils ont rendez-vous avec l'autre personne dans 2 heures pour faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Le lendemain matin, nous retrouvons Baha. Aujourd'hui, il n'est pas missionné chef d'unité, mais simplement policier patrouilleur. Il récupère donc un matériel plus complet. Il y a là des combinaisons et des casques qui protègent des produits dangereux. Ce sont des combinaisons spéciales. Dans le coffre de sa voiture, il a tout le matériel nécessaire pour créer un barrage d'urgence et bloquer les terroristes. Ça, c'est une herse pour les barrages. Il est accompagné de Hanoun, un arabe israélien chrétien de 27 ans. Les 2 hommes se connaissent bien et ont la particularité de n'être juifs ni l'un ni l'autre. Pourtant, ils servent Israël. Bien que l'État d'Israël soit un pays juif, dans le cas présent, moi je suis druze, mon collègue est chrétien, et malgré ça, nous appartenons tous au même pays. Nous avons servi le pays durant le service militaire, nous avons continué après et nous continuons de le servir. C'est notre pays. Nous avons tous ce même sentiment d'appartenance. Il n'y a pas de « t'es chrétien, t'es druze, t'es juif ». Nous sommes unis. Ici à Haïfa, peu importe l'appartenance religieuse. C'est le pays qui compte et s'il faut interpeller un délinquant juif, ils le feront. Et ça va bientôt être le cas. On ne sait pas encore quelle est la fraude, mais on ne va pas tarder à le savoir. On va l'intercepter et on comprendra. Une voiture se trouve plus près que celle de Baha et Hanoun. À la radio, ils suivent l'interpellation. Leur rôle est de prêter main forte à leurs collègues. Vezman, tu l'as vu? Oui. La première équipe sur les lieux interpelle rapidement le suspect. Allez, Rami. Attendez, mes affaires. L'homme est un cambrioleur notoire. Pendant que Baha s'approche, les policiers de la première patrouille fouillent les effets personnels du cambrioleur. Qu'est-ce qui se passe? On m'arrête. Sa seule possession, quelques effets personnels dans un sac plastique et un vieux vélo. Ces garçons-là, ils piquent des affaires, toujours. Ils rentrent de la maison, ils piquent des affaires, ils prennent des affaires et ils volent. Tout le jour, ils volent quelque chose. Je suis là, Avi. Rami. Rami. Comment allez-vous? Tout va bien? On a fouillé son sac. L'homme est visiblement un kleptomane récidiviste. Et malgré ses précédentes condamnations, il recommence. Regarde de l'autre côté là-bas. Attends.
Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est bon, t'inquiète pas. Il va se rendre en salle d'interrogatoire au poste pour l'enquête. Et de là, ils décideront s'il sera arrêté. Si c'est le cas, il devra se présenter au tribunal. Préviens-le et fais bien comme il faut. Bye. L'homme va être conduit au commissariat par la première patrouille. Mais avec les éléments que détient Baha, il a de grandes chances d'être incarcéré immédiatement. À propos de l'homme qu'on a interpellé tout à l'heure, Rami, il est actuellement au poste avec la seconde équipe. Et regarde maintenant. Ça, ce sont les choses qu'on a retrouvées sur lui, dans son sac, le sac qu'il avait avec lui. Ce sont des outils avec lesquels il vole et il démonte des choses. La patrouille continue pour Baha et Hanoun. Leur mission, vérifier qu'il n'y ait pas de départ de feu dans des zones sensibles. Ça, c'est le quartier qui a brûlé il y a 2 semaines. Tous les arbres en bas. Il y a 2 semaines, une série d'incendies criminels a dévasté la ville. Plusieurs départs de feu ont été provoqués simultanément par des terroristes, profitant de la sécheresse et du vent. Les incendies ont encerclé la ville, provoquant l'évacuation de près de 75 000 personnes. Tout le pays s'est retrouvé en alerte maximale. La grande partie des incendies n'était pas liée au vent, mais était d'ordre criminel. Rapidement, la police a bloqué la ville pour ne pas laisser s'échapper les pyromanes. Il y a quelques jours, ils ont réussi à en arrêter un qui fonçait sur un barrage de police. Ne tirez pas, ne tirez pas! Une seconde! Où est la voiture? Où est ta voiture? Doucement! Doucement! Retour à Barcelone, dans les quartiers les plus touristiques de la ville. Cet endroit, c'est la zone du Born, la promenade du Born. Devant nous, c'est la cathédrale d'El Mar. Ici, il y a beaucoup de lieux de restauration. Des restaurants, des pizzerias, des endroits pour boire un verre. Et c'est à partir de 9-10 heures du soir qu'il commence à y avoir du monde. C'est un endroit où il y a beaucoup d'arrachage de sacs. Des gens qui marchent à côté d'autres personnes, surtout des filles qui portent leurs sachets, qui d'un coup se dirigent vers elles pour, avec violence, leur piquer leur sac. Et puis elles s'enfuient par ces petites rues comme celle-ci, où on les perd de vue très facilement. Un autre lieu où les pickpockets sévissent et disparaissent très rapidement, le métro. Ici, pas de moto, pas d'uniforme, mais 2 policiers incognito. Incognito mais armés. Leur mission, repérer discrètement les pickpockets et les interpeller en flagrant délit. On doit toujours être armé, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a beaucoup de façons de porter une arme. Par exemple, mon collègue, il la porte là. Et pour moi, c'est plus pratique de l'avoir dans mon sac. Là-dedans, on a une matraque télescopique et une arme à feu au cas où. Les 2 policiers en civil vont parcourir les stations les plus fréquentées par les touristes. Les pickpockets profitent de la foule pour dérober discrètement portefeuille, téléphone portable ou appareil photo. Les 2 policiers se tiennent à l'écart l'un de l'autre et se font régulièrement des signes si une personne leur paraît suspect. Et là, c'est le cas. L'homme au short orange a un comportement étrange. Il regarde sans cesse à gauche et à droite. Ils vont filer cet individu qui répond au profil type du pickpocket. Mais au bout de quelques minutes,
ils vont se rendre compte qu'ils font fausse route. Bon, tu vois que le bandit typique est un peu négligé. Ses vêtements sont négligés. C'est en général ce qui attire le plus notre attention. Dans les couloirs un peu plus loin, ils croisent une personne qu'ils ont repérée plusieurs fois. Ils vont vérifier qu'il n'a pas d'objet volé sur lui. Qu'est-ce que vous avez dans ce sac? C'est des tongs. Pour les pieds, il y a juste des tongs. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez venir là? C'est mon portable. Enfin, pas celui-là, c'est celui-ci le mien. C'est le même que celui-là, tu vois. Et celui-là, il est à qui? Je l'ai pris pour mon fils. C'était une autre marque. Le mien, c'est celui-ci. Les deux fonctionnent? Oui, il est vieux. Celui-là a une carte. Parfait. Vous n'avez rien sur vous, monsieur? Non. Merci beaucoup. C'était tout simplement un homme qui traînait là-bas. Et on a vérifié. Ils demandent souvent de l'argent, etc. et d'autres trucs. On regarde le type de paiement qu'ils utilisent pour leur téléphone. Parce que souvent, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il l'ait forcément volé. Mais il se peut qu'il l'ait de manière illicite. Et du coup, on vérifie si le téléphone fonctionne. Parfois, on l'éteint et on le rallume pour qu'il nous dise lui-même le code. C'est ça qu'on fait en général. Aujourd'hui, la patrouille du métro n'interpellera personne. Depuis qu'elle a été mise en place, les pickpockets sont au courant et ils se font plus rares. La pluie tant attendue arrive enfin à Haïfa. Elle va permettre de mouiller toutes les terres et d'arrêter ainsi les risques d'incendie terroriste. Elle va durer toute la journée. Le soir venu, Émile, 38 ans, père de 3 enfants et 2 patrouilles. La ville étant à peine sortie d'une vague d'attentats terroristes, Émile est sur le qui-vive. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des coups de feu et les gens sur place ont fui. Les coups de feu ont été entendus à quelques pâtés de maisons d'ici, près d'un centre commercial. Un vigile vient tout de suite auprès d'Émile. Comment ça va? Bonjour. On était là-bas et on a entendu comme une explosion. Il y avait des flammes, on a entendu 2 coups. Une première fois, ça s'est arrêté. Et après, la seconde fois, plus rien. La zone est bouclée. Émile va très vite récupérer le témoignage des employés de la galerie marchande. Nous travaillons ici chez Hyundai. C'est pour ça que nous étions là. On était en train de parler, on venait juste de terminer notre journée et ça s'est passé. Il y a un poteau électrique qui a explosé. Là, tout va bien. Il n'y a pas de blessés. Pas de coup de feu, rien. On a reçu un appel concernant une fusillade. Les gens sur place ont fui. Ils ont cru qu'il s'agissait de coups de feu. Mais après quelques minutes, 1 minute ou 2, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une explosion émanant d'un poteau électrique. Les coups de feu, le poteau électrique, on a compris qu'il s'agissait du même événement. Et on en a parlé avec l'informatrice. Les pompiers et l'ambulance étaient sur place. Ce qui en résulte, c'est qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de dommages pour le moment. La compagnie d'électricité va venir et prendre le relais. Plus de peur que de mal. Ici à Haïfa, après les attentats au feu de forêt, la population est sous tension. Heureusement, tout rentre très vite dans l'ordre. À cause de la situation sécuritaire ici dans le pays, dès qu'il y a un bruit, même simplement des pétards, les gens croient, ils imaginent que ce sont des coups de feu. Et tout de suite, ils paniquent. Ils appellent directement la police, les pompiers, les ambulances. 7 jours après le drame, 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 7 jours après le dr
Israël est en conflit depuis 1948, date de sa création, avec ses voisins arabes et plus particulièrement avec les Palestiniens. C'est un pays peu peuplé qui pourtant doit se défendre militairement de ses puissants voisins. Alors pour grossir les troupes, ici le service militaire est obligatoire. 3 ans pour les garçons, 2 pour les filles, et cela dès l'âge de 18 ans. Nous avons actuellement une mission, nous rendre au domicile d'une jeune femme qui ne s'est pas présentée pour passer les premiers examens médicaux avant son enrôlement dans l'armée. En Israël, on ne plaisante pas avec les jeunes qui ne se présentent pas pour leur première convocation au service militaire. Le premier appel est une visite médicale à 16 ans. Si à 17 ans, l'adolescent ne s'est toujours pas présenté, le processus se met en place. Liran est instructeur dans la police. Alors pour la visite à cette mineure, il saura trouver les mots. Il est 20h30, l'heure à laquelle l'adolescente devrait être chez ses parents. Bonjour, désolé du dérangement. Qui est Bar? C'est moi. Comment ça va? Ça va. Enchanté, je suis Liran. Vous êtes le père? Oui, c'est moi. Elle était censée se présenter aux examens du centre de recrutement de l'armée. Demain, elle y va. Ceci est un mandat d'arrestation classique, ok? Oui. Que vous le sachiez. Nous n'interpellons pas, nous ne sommes pas la police militaire. Et nous te donnons une invitation pour demain, ok? D'accord? Oui. On compte sur toi, en te souhaitant un bon service militaire. Le père de famille est visiblement bien au courant de la situation. Il se fait stipuler le rappel au service militaire pour sa fille, mais ne souhaite pas faire de commentaires. Demain, à quelle heure tu pars? 10 h, ça te va? Ça va. Très bien. Bonne journée et bon courage à toi. Bye et bon enrôlement. Loran est confiant. Il n'a pas eu de réaction violente à son égard et compte sur le patriotisme de la jeune femme pour lui laisser une dernière chance. C'est le début du week-end et aujourd'hui Albert et Eva sont de patrouille moto. La petite délinquance risque d'augmenter et il faut être le plus rapide possible pour intervenir sur les lieux. Leur tranche horaire aujourd'hui, 14 h minuit. Leur première mission, la maison d'arrêt de Barcelone. Une détenue est suspectée d'avoir sur elle des substances illicites. Comme la maison d'arrêt n'a pas de personnel féminin, c'est à Eva que revient la mission de la fouille. Rapidement, la mission est effectuée. Tout va bien. Au final, après la fouille corporelle, la personne n'avait aucune substance illicite sur elle. Mais elle a eu un coup sur la tête pendant l'interpellation et on lui fait des radios pour être sûr qu'elle n'a rien. A priori, la fille n'a pas grand-chose. Tout va bien. Circuler en moto dans les rues de Barcelone est indispensable pour pouvoir se déplacer rapidement. C'est une des villes où le trafic est le plus dense en Europe. L'unité d'Albert est donc particulièrement efficace pour répondre aux appels d'urgence dans la capitale catalane. Le renard est un animal très rapide, prudent et qui, quand il doit agir, le fait vite. Ce sont ces motards. J'aime beaucoup diriger ce groupe de gens, car ce sont des personnes fabuleuses qui travaillent bien. Albert est appelé dans le quartier Barceloneta pour un vol à l'arraché. Très vite, l'efficacité de la patrouille moto va faire ses preuves. En moins de 3 minutes, Albert arrive sur les lieux. Il vient porter renfort à 2 autres policiers à pied qui se trouvaient juste à côté. Le voleur est à terre, immobilisé par plusieurs témoins.
La main. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prends le portable. Il y en avait combien? Non, tout est à ma mère. Vraiment tout est à ma mère. Ce n'est pas à moi. Tout est à ma mère. Tout est à ma mère. La victime est mise à l'écart par Eva pour recueillir les premiers témoignages. Un Suédois d'1,90 m qui ne s'est pas laissé faire. Il est très costaud et surtout très remonté. C'est lui qui a plaqué le voleur au sol. Est-ce que tu me vois? Où est ma chaîne? C'était ma chaîne qu'on a arrachée de mon cou. C'était une croix et il me l'a arrachée. Donc, on l'a coursé et on l'a attrapé. Ils étaient 3. 3 hommes contre vous? Ils m'ont attrapé par derrière comme ça. Monsieur, restez silencieux, d'accord? Il est arrêté, ok? C'est votre travail. Oui. Merci. Ça va? On appelle une ambulance? Non. Pas pour moi, mais pour lui. Si tu ne me rends pas ma chaîne... Tu te tais. Tu te tais. Après vérification de son identité, la police s'aperçoit que le petit voleur à l'arraché est déjà connu par les services de police pour des faits similaires. Pour l'instant, tout est sous contrôle. On a une personne qui a commis le délit. Il y avait 2 personnes de plus, mais elles se sont enfuies. À Haïfa, c'est veille de Shabbat, le jour de repos des Israéliens. Ce soir, les habitants de la ville sont donc de sortie. Restaurants, boîtes de nuit, bars, mais pas seulement. Ils sortent aussi dans des établissements interdits en Israël. Eli est le chef de centre ce soir. Il coordonne une opération de police un peu particulière. Dans un quartier à l'écart, il perquisitionne dans cet établissement ultra discret, où rien à l'extérieur ne laisse présumer de la moindre activité qui s'y déroule. Il s'agit en fait d'une maison close. À la vue de la caméra, c'est la prise de panique des prostituées. Ici, des jeunes femmes, dont des musulmanes, travaillent dans le secret le plus total. Pour certaines d'entre elles, être démasquées et reconnues par leur famille, c'est un arrêt de mort. Elles sont donc particulièrement nerveuses. Il faudra attendre de longues minutes avant que le calme ne revienne. Où est celle qui vient de s'enfuir? Couvrez vos têtes. Nous sommes actuellement dans une maison close qui est située dans la zone industrielle. Cet endroit permet de recevoir un service sexuel payant. En entrant, nous avons arrêté un certain nombre de filles qui travaillent ici, les patrons et des clients présents qui sont venus pour une relation tarifée. Une fois les personnes arrêtées, les policiers font le tour du propriétaire. Regardez les chambres, voilà à quoi ça ressemble. En tout, 4 chambres presque insalubres, un salon faussement glamour et une douche commune à tous. Une seconde, attends. Venez, on met de l'ordre. Une seconde, Eran, toi tu viens. En avant, levez-vous. Venez, amène-les par là. Clients et propriétaires sortent cachés. En Israël, les maisons closes sont formellement interdites, ainsi que toute forme de prostitution. Le premier, c'est le dirigeant de la maison close. Et le second est un client qui vient recevoir un service sexuel. En Israël, 12 000 femmes travaillent dans la prostitution. Plus de la moitié d'entre elles sont des mères de famille et 10% sont mineures. Un chiffre que veulent faire baisser les autorités et la police. Mais c'est un jeu du chat et de la souris. Il faut comprendre que dans ce business, ils ouvrent, nous les fermons, c'est une guerre perpétuelle. À partir du moment où le mandat de clôture de l'établissement prend fin, ils ouvrent de nouveau. Nous luttons de nouveau, nous le fermons et ils l'ouvrent encore. La moindre pression relâchée et c'est l'ouverture systématique d'une maison close clandestine. Alors ce soir, c'est opération coup de poing. Eli et son équipe vont perquisitionner d'autres lieux.
Il ne faut pas traîner, car les propriétaires se préviennent mutuellement des descentes de police. C'est la brigade d'intimidation. Il rejoint Mansour, le chef d'une brigade spéciale. Elle est en charge des opérations musclées. Dans cette maison close, l'ambiance est moins sordide. Elle est visiblement installée depuis un certain temps. Bar à striptease, tableau sexy, salon privé, l'installation ne laisse aucune ambiguïté sur l'activité. Mais si l'établissement a pu fonctionner pendant longtemps, c'est par un tour de passe-passe du propriétaire. Vous voulez entrer voir les pièces? Ici, c'est une chambre. C'est pas une salle de massage comme ils le prétendent. C'est pas pour les massages, parce qu'on voit bien que c'est aussi une pièce dans laquelle on propose un service sexuel. C'est pas une salle de massage. On est venu plusieurs fois, parce que cet endroit n'avait ni le permis ni l'autorisation de travailler. Et de toute façon, les maisons closes sont interdites. Avoir un établissement de massage est autorisé, et il y a un permis pour ça. Il y a vraiment des gens qui travaillent dans le domaine du massage, mais vu la quantité de plaintes, on se doute bien que c'est pas un salon de massage traditionnel. Ici, il y a de l'alcool, des danses et des prestations sexuelles. C'est maintenant l'heure pour le malfrat d'être emmené au poste. On l'emmène maintenant et on fait des déclarations et tout ce qu'il faut, ok? Tu te lèves, ok? Allez! Allez! C'est pas un cirque ici, madame. Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Si tu me dis qu'il l'a fait, je te laisse partir. Non? Alors allez. Il faut maintenant que la victime accepte de porter plainte. Sans ça, la police ne pourra pas le garder. Monsieur, vous voulez porter plainte? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, dans un petit moment, nous allons prendre votre plainte. Et vous devrez expliquer ce qui s'est passé. Combien de personnes ont volé votre chaîne? Et si vous voulez, nous appelons une ambulance. Non, 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 non. Mais ici en Espagne, les ambulanciers doivent vérifier votre épaule et s'assurer que d'une manière générale, vous ne soyez pas blessé. Votre bras, ça va? Nous devons appeler, ok? Vous comprenez? Merci. Si Albert insiste pour l'équipe médicale, c'est que l'empoignade a été particulièrement violente. Dans ce cas, la loi l'exige. Vous ne pouvez pas pourchasser 3 hommes. Vous devez en pourchasser qu'un seul. Donc j'en ai choisi un et je l'ai eu. Quand le Suédois a attrapé l'un des voleurs, il s'est fait prendre à partie par les 2 autres qui n'ont pas hésité à le frapper avec cette barre en fer. Mais l'homme a résisté et n'a pas lâché prise. Je suis mal, puisque c'est la chaîne de ma mère. Elle est décédée il y a 30 ans. C'est tout. C'est le dernier cadeau qu'elle m'a laissé. Albert a envoyé ses patrouilleurs à moto dans les rues voisines pour essayer d'interpeller les 2 autres voleurs en fuite. Très vite, il est appelé par un collègue qui a interpellé un suspect. À la vue de la police, un homme a pris la fuite par une porte dans une petite ruelle. L'escadron l'a interpellé pour vérifier s'il ne s'agissait pas d'un des fuyards. L'homme n'a aucun papier sur lui. Il se dit réfugié syrien.
Ce n'est pas l'un des fuyards. Il sera relâché. Ce n'est pas ce soir qu'Albert et Eva interpelleront les deux autres voleurs. Mais grâce à la garde à vue du premier, ils les arrêteront quelques jours plus tard. La chaîne sera introuvable, mais les 3 voleurs à l'arraché seront hors d'état de nuire pendant un certain temps. En Israël, les maisons closes sont interdites. Mais étonnamment, les casinos aussi, ce qui n'empêche pas les établissements clandestins de prospérer. Il y a des gens qui sont accros au jeu. Ils ne vont pas hésiter à se rendre dans ce type d'endroit, comme celui dans lequel nous nous rendons à présent. Quand il y a de la demande, il y a de l'offre. Eli se rend dans une ruelle qui se termine en impasse. Au bout, une porte en fer. Ouvrez la porte, c'est fermé. À l'intérieur, une pièce aux allures de bureau. Allez, on arrête le travail. On allume la lumière. Mais le désespoir d'une cliente ne laisse aucun doute. Elle sait qu'elle est prise en flagrant délit de jeu d'argent illicite. Elle risque jusqu'à 1 an de prison. Amenez-lui un verre d'eau. Ici, les jeux se font à l'aide d'ordinateurs. Il y a un caissier qui récupère les mises et verse les gains. Enlevez toutes les caméras. Mansour, le chef de la brigade d'intimidation, va saisir tout de suite l'informatique et les caméras. Dans le faux plafond, la police trouve le disque dur du système. Ça, c'est le DVR. Ça filme toutes les personnes qui entrent et qui sortent. C'est une preuve judiciaire contre le dirigeant de l'établissement, celui qui le gère. Asseyez-vous là. Après de longues minutes, la cliente a toujours du mal à se calmer. Pourtant, elle ne s'en tirera qu'avec une simple amende. Les propriétaires sont mis en garde à vue. Ce sont principalement eux qui sont visés par les opérations de police. Bon allez, faut tout démonter. Faut tout démonter, il faut récupérer l'argent. Mais comme pour les maisons closes, ils se préviennent entre eux à chaque descente de police. Alors, les perquisitions doivent s'enchaîner au plus vite. Cette fois-ci, c'est dans une résidence au premier étage qu'est installé tout un système de jeu. Mais ici, c'est bien plus élaboré. De véritables machines à sous sont disponibles pour les clients clandestins. Si en Israël, les casinos sont interdits, c'est à cause des partis religieux très influents dans la politique du pays. Pourtant, Israël, en mal de tourisme, a l'intention d'en ouvrir des officiels, mais c'est un bras de fer. Allez, je prends avec moi 2 personnes interpellées. Avi, prends-en 2 avec toi. Viens. Toi et toi, venez. Vous 2, vous êtes avec moi. En gros, nous luttons plus contre les gérants, pas contre les joueurs. Les joueurs reçoivent un avertissement. Ils viennent, ils sont interrogés. Les jeux sont défendus pour eux, mais la lutte quotidienne est contre les gérants. Ici, le business est particulièrement important et l'argent coule à flot en toute illégalité et en dehors de tout contrôle de l'État. C'est beaucoup d'argent. Cela génère des milliers, voire même des millions. Il ne s'agit pas ici d'une opération d'un soir. Il faut comprendre que c'est au jour le jour. Nous avons débarqué à 1 heure assez tôt, au milieu de la nuit. Vous avez vu le nombre d'ordinateurs qu'il y a? Eh bien, tous les postes étaient occupés. Donc nous, afin d'accélérer le procédé et clôturer l'endroit, nous avons agi assez tôt. Il y avait peu de clients. Si vous venez ici vers 2 ou 3 heures du matin, le parking est plein. La police est intervenue avant l'afflux massif des joueurs. Ce n'est pas les parieurs qu'elle veut sanctionner,
mais bien les personnes qui profitent des jeux d'argent. Eli a maintenant fini ses opérations. Il est temps de rentrer, mais pour lui, elles sont indispensables. Il y a eu une tentative de faire voter une loi pour légaliser les casinos, afin de développer le tourisme à Eilat. Si un jour le casino est construit à Eilat, la réglementation sera sévère pour les Israéliens. La fréquentation sera cadrée, les horaires également et les mises plafonnées. En revanche, pour les touristes, il n'y aura aucune restriction. Mais le vote autorisant les casinos n'est pas pour demain. Les partis religieux veillent. Aux deux coins de la Méditerranée, la police patrouille et interpelle. À Barcelone, les chiffres de la petite délinquance baissent grâce à la rapidité d'intervention des escadrons à moto. À Haïfa, la ville est plus sûre grâce à la coordination de l'ensemble des unités. Dans ces deux grands ports qui bordent la Méditerranée, pour faire respecter la loi de leur pays, les patrouilles sont indispensables.